Un fil directeur, le individualisme. Avez-vous lu le programme? Il s'agit d'étudier le développement et le changement social sur une longue période. Rien que ça. A priori, cela semble impossible, mais on peut y parvenir à la condition de savoir hiérarchiser les connaissances et de disposer de repères de cadre pour situer ce que l'on apprend. Les grandes tendances qui orientent la dynamique de notre système économique et social constituent une partie de ces repères. Vous découvrirez plusieurs d'entre elles dans les dossiers suivants, conçus pour vous aider à commencer l'année. En réfléchissant un peu, vous pourriez déjà en citer quelques-uns. Le progrès technique, la mondialisation de l'économie, la massification du système scolaire, etc. Bien que ces tendances soient souvent reliées entre elles, nous avons choisi d'en isoler une, afin de vous montrer l'intérêt de ce type de démarche. Il nous semble que c'est la plus forte, celle qui résume le mieux la singularité des sociétés occidentales, le individualisme. En privilégiant celle-ci, nous ne prétendons pas avoir découvert la formule secrète qui expliquerait tout. Comme toujours en sciences sociales, il s'agit d'une hypothèse de travail qui doit être testée empiriquement, confrontée à d'autres hypothèses discutées. Mais avant de la critiquer, il faut la connaître. À vous de vous demander si elle éclaire ou non une partie de la réalité sociale. Le individualisme ne doit pas être confondu avec l'égoïsme ou avec la lutte pour la survie. Dire que nous sommes individualistes n'implique pas que nous restions insensibles aux sortes des autres. Le fait d'aider les restos de cœur, d'appartenir à une organisation non gouvernementale, de venir en aide aux plus démunis n'est pas incompatible avec l'individualisme. En effet, dans une société complètement individualiste, la règle première serait « il est interdire de interdire ». Par conséquent, rien n'interdirait d'aider les autres. On parle de individualisme pour désigner l'aboutissement de processus d'émancipation de l'individu des diverses tutelles, la famille, le clan, la corporation, la caste, etc., qui dans d'autres types de sociétés lui dictaient ses choix. En tant qu'idéal moral, il implique tout simplement que chacun peut choisir librement son mode de vie, agir conformément à ses convictions. On reconnaît la force de cet idéal à une multitude d'exemples. Les jeunes filles n'apprécieraient probablement pas qu'on choisisse pour elles un mari et qu'on leur impose une obéissance aveugle à ce mari durant toute leur vie. Elles n'apprécieraient pas non plus qu'on leur interdise de poursuivre des études ou de travailler. De même, les garçons n'apprécieraient pas qu'on leur impose un métier et qu'on leur interdise de chercher à améliorer leur statut social. Ce libre choix n'est pas encore complètement acquis pour tous dans la société française. Des sociétés où la liberté de choix individuel était des plus restreintes ont bel et bien existé et certaines existent encore autour de nous. C'est donc bien que la nôtre a changé. Ce changement a pris la forme d'un processus d'émancipation. Une telle situation a des conséquences individuelles et sociales.